On va voir maintenant cette cybersécurité copilotée par l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup ces derniers temps. Samir Bennasser est CTO et cofondateur de Octodet. C'est bon. Donc, salam alaikum. Donc, merci d'être là. Donc, je suis Samir Bennasser. Okay, juste m'habituer à ça. Hop, ça marche. Pardon. Voilà. Donc, je suis Samir Bennasser, je suis le CTO de Octodet. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de l'IA, comment on utilise l'IA dans la cybersécurité. Donc, surtout, on va se concentrer sur comment utiliser l'IA quand on fait de la cybersécurité défensive, donc dans le SOC Operation Centers. Donc, j'ai commencé par ce slide pour montrer un petit peu les challenges qu'on a dans la cybersécurité, surtout pour les entreprises qui ont déjà un SOC. Donc, dans un SOC, vous devrez avoir des analystes, vous devrez avoir des experts en cybersécurité. Selon certaines études que vous voyez ici, 59% des DSI, ils disent, ou les leaders de cybersécurité, ils disent qu'ils n'ont pas assez de ressources. Même en Algérie, dans la même situation, c'est une situation internationale. 90% aussi des alertes qui sont générées dans l'entreprise, dans le SOC, ne sont pas traitées. Donc si elles ne sont pas traitées, donc ça augmente les risques pour les entreprises d'être attaquées et ça va dommager le business. Et aussi, les mêmes statistiques qu'on avait tout à l'heure, toutes les compagnies qui ont réussi à être attaquées, après 6 mois, les petites entreprises surtout, après 6 mois, elles ferment. Et aussi, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui investissent dans la sécurité, ils investissent dans plein de logiciels et plein de solutions, mais s'ils n'ont pas la capacité d'utiliser ces solutions de façon correcte, donc ça ne marchera pas et ils auront des challenges pour les utiliser. Maintenant, comment on peut utiliser l'IA pour résoudre tous ces problèmes-là, hein? Comment faire pour aider les analystes? On dit qu'on n'a pas assez d'analystes, on n'a pas assez d'experts, mais on peut utiliser l'IA pour les aider, pour les assister. Comme ça, on a moins de ressources. Donc c'est là où on va parler en plus des détails. Et on a aussi des statistiques qui disent, par rapport aux entreprises qui ont déjà commencé à utiliser l'IA, est-ce que vraiment ça y a eu de la valeur? Est-ce que vraiment ça a amélioré les choses? Et d'après les statistiques qu'on voit ici, qui ont été faites par le rapport, 59%, ils ont vu qu'il y a une amélioration au niveau de la détection dans leur SOC en utilisant l'AI. Ils ont vu une amélioration même pour répondre aux attaques de 56%. Et aussi le nombre de fausses positives alertes qui ont été créées, il y a une amélioration. Et aussi, ça a aussi diminué l'importance de manque d'analystes ou d'experts de cybersécurité en utilisant l'AI. Donc ça aide par rapport à ça. Donc comment le faire? Concrètement, comment on fait ça? Comment on va utiliser l'IA et comment dans l'entreprise on utilise l'IA déjà pour améliorer les choses? Donc on parle de SOC, on parle de plusieurs choses. La maturité de ça, ce que vous voyez ici, c'est un peu la maturité d'un SOC. Donc quand on essaie de créer un SOC, on passe par plusieurs phases. La première chose, c'est améliorer la visibilité qu'on a dans l'entreprise. D'accord? Donc on doit assumer qu'il y a une attaque déjà dans l'entreprise. Donc la question qu'il a posée avant, mon collègue, c'est qu'il a dit, la question naïve, il est, est-ce que vous êtes déjà attaqué? Pour répondre à cette question, vous devez d'abord avoir une visibilité de ce qui passe dans votre réseau. Qu'est-ce qu'on veut dire par avoir visibilité? Vous devez collecter les données qui vous donnent cette visibilité. Les données host, network, etc. Donc comment améliorer, utiliser l'IA aussi pour améliorer ce côté-là, comment récupérer ces données-là. Après avoir récupéré ces données-là, il faut aussi les enrichir. Enrichir avec, par exemple, Threat Intel, donc Salim a présenté tout à l'heure, l'importance de Threat Intel aussi. Comment aussi être, même pour le Threat Intel, comment on peut être proactif à ce niveau-là en utilisant l'IA. Donc on va voir ça aussi. Et aussi, une fois qu'on a cette visibilité, et on a cette donnée qui est déjà enrichie avec le contexte, comment on peut utiliser l'IA pour faire de la détection? Généralement, la détection, on faisait des détections se basant sur des règles pour détecter, par exemple, des techniques ou des tactiques qui sont connues. Des fois en suivant des frameworks comme MITRE-ATT&CK. Mais comment on peut faire aussi, avec l'IA, améliorer nos détections pour détecter les attaques avancées? Et
et aussi comment utiliser l'IA pour répondre à ces attaques. Donc après la phase de l'incident de response, comment on peut accélérer les incidents de response et assister les analystes qui puissent répondre à l'attaque le plus rapidement possible pour diminuer les risques de cette attaque. Et aussi comment être proactif en utilisant threat hunting et comment utiliser aussi l'IA pour diminuer le temps que l'analyste prend pour faire du threat hunting. Donc, threat hunting, c'est plus une investigation proactive. Donc, on va assumer qu'il y a quelqu'un déjà dans notre réseau, on va créer des hypothèses et on va essayer de faire l'investigation et voir si on trouve quelque chose. Donc, c'est en plus la chasse à la menace. Et on peut utiliser l'IA aussi pour accélérer ça. Donc, on va commencer déjà au niveau de la collection des données. Donc, on collecte beaucoup les données à partir des endpoints. C'est une donnée aussi assez importante. On utilise des EDR, par exemple, etc. Comment on peut collecter ces données-là? Pourquoi pas aussi utiliser l'IA pour détecter, par exemple, des ransomware, des malwares, d'autres types de process injection directement au niveau de l'endpoint. Pas seulement en se basant sur les signatures des malwares ou des ransomware ou de l'attaque, mais aussi parce que les signatures, ça vous permet juste de détecter des malwares connus ou des ransomware connus. Mais comment détecter les zero day attacks? Comment détecter les ransomware ou les ransomware qui sont nouveaux, qu'on n'a pas encore la signature? Donc l'IA peut être utile ici, et ça nous permet aussi, grâce à ça, de les détecter directement au début de l'exécution et l'arrêter avant qu'elle cause des dommages. Donc ça veut dire qu'on peut faire de la prévention directement endpoint au niveau de l'IA. Donc comment on fait ça? C'est la majorité des AI qui sont basés qui font de la prévention pour au niveau des endpoints utilisent des modèles d'algorithmes de machine learning, donc supervisés comme Random Forest, SVM, Decision Tree, etc. Donc qui ont été entraînés sur des larges volumes de données de malware et de ransomware, aussi des données qui sont pas malicieuses. Et grâce à ce genre de modèles, on peut analyser les nouveaux procès, les nouveaux fichiers pour voir est-ce que ce fichier ressemble à un malware ou pas et lui donner un score. Donc si on voit qu'il a un score élevé, on va le bloquer automatiquement et comme ça on peut être proactif et arrêter l'attaque dès le début. Donc ça, ce genre de technique, on le voit déjà assez dans presque tous les EDA qui existent dans le marché maintenant. Donc c'est devenu assez courant. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser ce genre de solution. Genre quand vous utilisez juste les anciens virus qui se basent sur la signature, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment trouver des EDR qui utilisent aussi l'AI qui permettent de détecter les attaques plus avancées. Maintenant, une fois qu'avec ces agents aussi, l'avantage de l'EDR aussi, c'est qu'il nous permet aussi de collecter les données qui sont générées, données de sécurité au niveau des serveurs. Et aussi, on peut aussi collecter les données aussi en utilisant les syslogs, etc. On peut récupérer, par exemple, les données des networks. Donc, cette visibilité qu'on va avoir, on peut l'utiliser pour faire encore d'autres détections en utilisant l'AI. Je vous donne quelques exemples avancés qu'on utilise. Par exemple, on peut faire du Data Exfiltration Detections. On peut faire Domain Generation Algorithm Detection, Lateral Movement, Living of the Land Attack Detections en utilisant le Machine Learning. Mais on va aller voir ça en plus de détails. Je vous donne un exemple pour exfiltration. Je vous donne par exemple l'exemple si vous avez entendu parler de DNS Exfiltration Techniques. Donc ce genre de techniques, les adversaires vont utiliser des DNS, ils vont utiliser des logiciels qui vont leur permettre de crypter la donnée qu'ils ont pu accéder dans votre environnement par exemple. Ils vont la crypter, ils vont la diviser en petits morceaux, petits small chunks, et ils vont l'envoyer dans une DNS, des requêtes DNS, ils ont l'air normal, des DNS requêtes, ils vont les envoyer dans le subdomain des DNS requêtes, dans DNS requests. La majorité des IDS, ils n'arrivent pas à les détecter. Donc, avec le machine learning, ce qu'on peut faire, on peut utiliser un supervised machine learning comme anomaly detections. On peut analyser toutes ces DNS requests pour créer un profil de toutes les DNS requests que vous avez dans votre réseau. Et après, quand il y aura des DNS requests nouvelles qui utilisent un nouveau domain name, on va le comparer au profil et voir si c'est un outlier ou pas. Donc c'est une manière de détecter ce genre d'attaque.
Mais il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut utiliser en analysant par exemple les destination de port. Si on voit un destination port un port qui n'a jamais été utilisé ou geolocation qui n'a jamais été utilisé, etc. Donc on peut utiliser machine learning pour comprendre le comportement d'une IP, le comportement de l'utilisateur, d'un process, etc. Lateral movement aussi, on peut détecter ça avec le machine learning. Par exemple, on peut analyser toutes les connexions RDP. Si on voit par exemple une connexion RDP et on voit après il y a plusieurs process qui sont exécutés qui n'ont jamais été exécutés avant. Donc ça aussi, ça peut être considéré comme une anomalie qu'on peut investiguer et détecter lateral movement. Un autre exemple pour le Daemon Generation. Donc cette technique est utilisée beaucoup par les créateurs de malware. Donc généralement, quand on ne les détecte pas, qu'est-ce qu'ils font les malwares? Quand le malware se connecte au command and control, ils vont essayer d'utiliser des domaines qui sont autogénérés, random, et que la durée de vie est assez courte, donc ils vont utiliser plusieurs domaines. Comme ça, vous ne pouvez pas les détecter. Donc la meilleure manière de les détecter, c'est vraiment utiliser le machine learning. Et si on a combiné deux types de machine learning, supervised et unsupervised. Un, c'était pour classifier, pour voir est-ce que le comportement, pour donner un score, est-ce que le comportement est malicieux. Et le deuxième, c'était pour utiliser unsupervised machine learning. La technique, c'était plus pour réduire les fausses positives. Donc, si on voit par exemple un host où on n'a jamais vu, par exemple, un process qui a été tagué comme malicieux ou un fichier qui a été tagué comme malicieux, et maintenant on le voit, on va considérer ça comme une anomalie. Et donc, les probabilités que ça soit vraiment cette attaque est plus élevée. Un autre exemple, c'est Living of the Land Attack. Ça, c'est des attaques où les adversaires vont utiliser des outils de vos systèmes pour vous attaquer. On donne un exemple. Parmi les attaques Advanced Persistent Attack, ils peuvent par exemple vous envoyer un Excel. Dans cet Excel, ils ne vont pas vous envoyer un exécutable. Ils vont envoyer par exemple un code base 64. Et une fois que vous ouvrez votre Excel, il y aura une macro qui va être exécutée, qui va appeler un outil dans votre machine, comme par exemple NetUtil, qui va décoder ce base64 et générer le malware dans votre machine. Ça veut dire qu'ils n'ont pas envoyé le malware comme exécutable, mais ils l'ont généré dans votre machine en utilisant les outils que vous avez dans votre serveur. Donc généralement, ces techniques, c'est assez difficile de détecter. Donc il faut faire du behavior analytics pour les détecter. Et aussi, machine learning permet de détecter ça. Certaines techniques qu'on connaît déjà, comme l'exemple que je vous ai donné pour l'Excel, c'est aussi facile de les détecter en faisant du behavior detection en règle de détection. Mais pour d'autres techniques qu'on ne connaît pas encore, ça c'est assez difficile, mais en utilisant machine learning, on peut découvrir ce genre d'attaques qui sont inconnues. Maintenant, pour le threat, ça c'était pour le côté détection. Comment on peut améliorer le côté détection? Aussi, pour le threat intel, on peut être proactif. On peut récupérer, par exemple, la liste des domaines, par exemple, qui sont malicieux, ou des IP qui sont malicieux. Dans cet exemple, je vous donne l'exemple de domaine. Par exemple, un nom de domaine qui a été enregistré. On ne sait pas encore si ce domaine-là va être utilisé pour une activité malicieuse ou pas, mais on peut le prédire. Donc, on a générer un modèle. En fait, on a collecté d'abord un large volume de données. Une chose que je dois préciser, c'est que pour faire ce genre de modèle, il faut avoir beaucoup de données. Il faut vraiment avoir beaucoup de données pour avoir un résultat efficace. Donc, on a récupéré un large volume de données de domaines qui sont malicieux et aussi de domaines qui ne sont pas malicieux. D'accord? Et on a on a classifié utilisé machine learning pour créer ce modèle-là. Mais avant qu'on ait fait ça, on a aussi enrichi tous les domaines qu'on a collectés avec les informations DNS de ce domaine. Et on a créé ce modèle-là, et grâce à ce modèle-là, maintenant, on peut donner un score. Si on voit un autre domaine qui a été enregistré, on va appliquer le modèle et voir si ce domaine, quelles sont les chances pour que ce domaine soit utilisé pour une attaque dans le futur. Le résultat était bon. En fait, on a réussi à détecter certains domaines qui sont malicieux avant que Virus Total ne le publie. Ça veut dire avant que l'attaque ne se fasse. Donc ça, c'est une façon d'être proactif. Ça veut dire qu'on peut bloquer ces domaines-là avant que l'attaque se fasse. Comme ça, on n'est pas touché par cette attaque. Maintenant, comment on peut aussi utiliser pour l'autre phase? Une fois qu'on a les anomalies ou on a des alertes, qu'on analyse, va recevoir ces alertes. On a voulu
on voulait que les analystes se concentrent sur les alertes les plus critiques, les plus intéressantes, qui montrent vraiment qu'il y a un vrai incident. Donc, ce qu'on a fait, on a utilisé l'AI, on a automatisé le triage de ces alertes et aussi l'investigation qu'on appelle L1, le premier niveau. Donc, l'investigation, comme ça, l'analyste n'a pas besoin d'aller traiter tout ça manuellement. Et aussi, ça nous permet d'être consistant dans notre travail. Ça veut dire que chaque alerte est traitée. Donc, il n'y a pas de négligence. Comme on a vu avant, dans les stats, il y a certaines entreprises qui ne traitent pas toutes les alertes parce qu'ils sont à cause de l'alerte fatigue, parce qu'ils ont trop d'alertes. Mais avec l'AI, on arrive à avoir une façon consistante à trier ces alertes et faire l'investigation d'une façon consistante. Et donc c'est ça un petit peu le modèle qu'on a fait. Donc une fois qu'on récupère les données dans le SIEM, bien sûr la donnée, il faut qu'elle soit bien normalisée. Et la détection, une fois qu'elle s'enclenche, on a un AI qui va faire le triage des alertes, il va filtrer les fausses positives, etc. Et recevoir, à la fin, l'analyste va recevoir un incident, comme ça, qui a déjà, toutes les questions sont déjà, les premières questions qu'un analyste se pose, toutes les réponses sont déjà documentées dans l'incident, donc il peut prendre des décisions assez rapidement si cette attaque est vraiment malicieuse ou pas, s'il a besoin encore faire le deuxième niveau d'investigation ou pas, et s'il doit envoyer les étapes de rémédiation, etc., à son équipe ou à ses clients. Donc on voit ça aide à accélérer l'investigation. Maintenant, aussi on a essayé avec le LLM, le Generative AI, on a essayé aussi de voir comment on peut utiliser AI Assistant. Donc ça c'est un assistant qui vous permet on va dire de donner des conseils à l'analyse par rapport aux étapes, on va dire, d'incident réponse, mais aussi pour aider à découvrir les attaques. Donc ça s'appelle Attack Discovery. Donc on peut utiliser ça pour découvrir des attaques et les proposer à l'analyste et aussi proposer aussi des remediation steps, containment steps, tout ce qui est incident response steps pour l'aider à répondre à l'incident. Donc ça aussi, ça permet de faire un incident. Oui, 5 minutes, très bien. Donc, alors comment on a fait ça? Donc pour LLM, qu'on fasse attention, parce que si vous utilisez ChatGPT ou d'autres outils, premièrement, il faut faire attention, il faut que la donnée soit anonyme. Il ne faut pas envoyer des données sensibles à ce genre d'outils. Si vous pouvez utiliser des LLM qui tournent open source, que vous pouvez tourner offline, c'est mieux. Donc essayez d'utiliser des solutions offline, comme ça, vous n'envoyez pas, ou il faut anonymiser les données. Mais quand vous utilisez LLM, le problème qu'il y a avec LLM, c'est que l'LLM peut il peut halluciner, il peut vous donner des réponses qui n'ont rien à voir avec votre contexte. Donc dans ce cas-là, ce qu'on a fait nous, on a utilisé Relevance Engine. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que pour rendre les réponses du LLM relevant pour nous, on rajoute le contexte des alertes du client, toutes les alertes qu'on a déjà du client, tous les logs, le contexte, les informations, toutes les informations qu'on a sur le client, et on envoie ça avec ce contexte-là, avec le prompt qu'on envoie au LLM, comme ça le résultat qu'on reçoit par le LLM, il est relevant selon le contexte qu'on lui a envoyé. Donc ça améliore beaucoup le résultat. Et aussi, une autre chose qu'on a utilisée pour le LLM, c'est dans le threat hunting. Donc, threat hunting, c'est assez fastidieux à faire parce qu'on doit créer des hypothèses, on doit valider les hypothèses. Si on ne trouve rien, on essaie une autre hypothèse, etc., etc. Des fois, les analystes, c'est difficile de savoir quelle hypothèse il va faire. Et aussi, il faut qu'il pense quelle requête il doit faire, etc. Donc, on a essayé à utiliser le LLM en combinant aussi avec machine learning pour les anomaly detections. Donc, c'est-à-dire quand on reçoit une alerte anomalie, on va utiliser LLM pour analyser l'alerte, créer un ticket, et dans ce ticket-là, on aura une description, quelques suggestions d'hypothèses, et avec des requêtes que l'analyste peut aller exécuter et investiguer, valider l'hypothèse ou pas, pour voir s'il y a une activité malicieuse ou pas. Donc ça nous a permis de réduire le temps de threat hunting par 50%. C'est vraiment ça a permis d'accélérer ça. Et
à peu près ça. On a utilisé la même chose. Donc, il faut s'assurer, comme j'ai dit, d'avoir des données anonymisées. Donc, on récupère le hunt, on ouvre le ticket, on envoie la requête au LLM avec le contexte toujours. Il faut toujours avoir le contexte du client. Et après, on crée le ticket avec l'information qu'il faut. Et à la fin, tout ça, pourquoi on utilise AI? C'est vraiment pour améliorer notre temps de détection, notre temps de réponse, qui est ça qui est le plus intéressant. Et si vous voulez en savoir plus, on peut en discuter après la conférence. Mais moi, avec le AI, en Algérie, on a beaucoup de data scientists. On a l'expertise. Je pense que c'est l'occasion pour nous de commencer à innover au niveau de la cybersécurité. Donc, je conseille aux gens de commencer à regarder ça et utiliser l'AI pour la cybersécurité. Voilà. Merci.